King Mensan, les Kémi Fondo, mi fond d'Agbea. Angelo, fond d'Agbea. Fond CCD. Bonjour à toi, bonjour à tous. Pélagie, au fond d'Agbea. Très bien. Merci Grégoire Attignon. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Félix Ouala, merci d'être là. Oui, bonjour Franck et bonjour à tous. Et Latif Yorouma, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tout le plateau, bonjour aux auditeurs. Très bien, on parle basket 3 contre 3, du sport transporté ou bien de l'amour transporté sur le terrain de jeu. Et là d'ailleurs, on l'a vu dans la composition des équipes, c'est des équipes mixtes, c'est ça. Affirmatif, Franck Lunyama, vous parliez justement de ce tournoi de la Saint-Valentin organisé par BGE Basket Game Events, qui est une association d'anciens joueurs, pratiquants, présidents de club et puis arbitres. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas saisir l'occasion où se célèbre la fête de l'amour, voilà, la Saint-Valentin que l'on connaît tous, histoire de regrouper le public sportif autour de cette fête-là, en insistant à ce que les équipes qui vont prendre part à ce tournoi ou à une compétition comme celle-là doivent être composées de garçons et de filles. Et c'est ce qu'on a constaté samedi dernier au municipal de Lomé, avec pratiquement une quinzaine d'équipes qui se sont inscrites. Il y avait même la particularité d'avoir une équipe américaine composée d'Américains, de vrais Américains. Pas de Togolais américains. Non, pas du tout. Et donc, c'était certes ça, c'est open, donc il n'y avait pas forcément un gros enjeu, n'eût été peut-être la finale ou remporter le trophée et avoir les médailles, mais c'était dans une ambiance bon enfant avec ce public-là qui aime la balle orange. On précise quand même à ce niveau-là que les équipes qui sont arrivées avaient quand même envie de bien prester et surtout de se mettre en jambes. On sait que le championnat, par exemple au niveau de la Ligue, n'a pas encore démarré. Les internationaux qui ont l'occasion pour l'instant d'être un peu en trêve sont arrivés à Lomé pour pouvoir participer à ce tournoi, histoire de se mettre en jambes avant peut-être de regagner leur club, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Dans son ensemble, ça a été, on peut dire, une réussite quand même pour les organisateurs. En tout cas, c'était ce sport, on va dire, cette discipline prend de l'épaisseur parce qu'entre-temps, c'était l'Open Drills au niveau de Swallows. En attendant que Pélagie repositionne à Game T, est-ce qu'on peut dire que ce sport-là vraiment prend de l'ampleur, les gens s'y intéressent un peu plus? Oui, les gens s'y intéressent parce que c'est un dérivé du 5 contre 5, le 3 contre 3, qui demande beaucoup plus du physique. Il faut être vraiment plein d'énergie parce que ça joue pratiquement à 100 à l'heure sur un demi-terrain. Les shoots à 3 points à ce niveau, ce sont beaucoup plus les shoots à 2 points en dehors de la ligne d'arc qui se situe à 6,75 m du panier. Vous avez également cette capacité-là de pouvoir modifier ou même, je dirais, alterner vos façons de shooter, vos façons de dribbler. Je pense aujourd'hui, ça demande aussi de l'intelligence. C'est très important. Et au-delà de ça, il y a une particularité, le 3 contre 3. Vous êtes une équipe de 4 joueurs, 3 joueurs principaux et puis un remplaçant. Vous n'avez pas de coach, vous n'avez pas d'entraîneur. Vous-même entre vous, vous coachez vous-même. Justement, le contraire au niveau du 5 contre 5, quand ça ne va pas, on demande un temps mort pour pouvoir rapidement recadrer les uns les autres. Et donc aujourd'hui, la satisfaction encore qu'on peut mettre comme la cerise sur le gâteau, c'est que le 3 contre 3 va être disputé aux prochains Jeux Olympiques. Et franchement, je pense que c'est une véritable percée pour cette discipline-là. On verra des pays comme l'Indonésie, comme le Pakistan, la France, même le Nigeria, par exemple, pourrait y participer. Donc, franchement, pour ceux qui aiment la discipline du 3 contre 3, ils sont tout simplement vernis en ce moment. Vous avez cité des pays, le Togo, non? Non, pas pour les Jeux pour l'instant. Pour l'instant, d'accord. On va écouter à Game T Cité Palata, ce joueur-là, et qui a participé également à ce tournoi. Ce tournoi est le bienvenu, d'autant plus que ça réunit les deux sexes et c'est pour promouvoir aussi la gente féminine et je pense que c'est très bien. Nous avons pris la finale. Le tournoi 3 contre 3, c'est un jeu physique, technique. Et ça fatigue plus. Il y a plusieurs choses dedans, la technique, les tirs à 2 points, les tirs à mi-distance, le physique. C'est ça qui m'intéresse, c'est combatif. Tu te sens dedans et c'est bien. Il n'y a pas de coach. Vous vous coachez entre vous. S'il y a quelque chose, vous prenez un temps mort, si possible, ou bien quand la balle sort, vous vous consacrez 2 secondes, 3 secondes et puis ça continue. Ce n'est pas facile le basket. Il faut travailler dur pour arriver à un certain niveau. Quand tu arrives à un certain niveau, il faut continuer à travailler, continuer à bosser pour donner le meilleur de toi-même. Voilà, à Game T, cité Palata, Latif Yoruma, du 3 contre 3. Oui,
ça vient, hein, ça s'épaissit, ça prend du galon ici. On a envie d'organiser plusieurs compétitions et voilà, les joueurs eux-mêmes à leur niveau, on a comme l'impression que ils s'intéressent vraiment à ce basket extraordinaire, si on peut le dire. Oui, c'est beaucoup plus souple. Hein? C'est beaucoup plus souple. C'est un peu comme ici dans ce studio, on peut se constituer en équipe et puis jouer. Ouais. On n'a pas besoin d'aller voir Omar Salou avant de venir peut-être jouer. Hein? On se constitue et puis on joue. C'est beaucoup plus souple. Et puis par rapport à cette compétition, elle était beaucoup plus festive. Hein? Des équipes mixtes. Vous avez écouté celui-là qui vient de parler à GMT. Il a parlé de réunir les deux sexes, voilà, ça fait sourire, mais bon, écoutez, c'est la Saint-Valentin, et donc même l'amour s'est transporté sur le terrain. Pourquoi pas avoir les couples même se retrouver en une équipe pour jouer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette façon de jouer au basket est en train de gagner du terrain, et avec justement le CIO qu'il a intégré tout de suite dans ses jeux cette année déjà. Le Togo a eu, par le biais donc de la fédération, a amené ce jeu-là rapidement ici au Togo. Et puis, vous allez voir que les associations aujourd'hui ont récupéré. Il y a eu ce Drills Open qui a été disputé, je crois, sur le terrain de Swallows. Et le samedi, c'était au stade municipal. Et puis, voilà, si le 5 contre 5 reste statistique ou bien statique, voilà, au moins le 3 contre 3 est en train de gagner du terrain. Ce n'est que, voilà, ça fait bien, ça fait du bien pour les amateurs ou bien les amoureux donc de cette discipline. Oui, vous y étiez, vous avez suivi ce tournoi. Les organisateurs vous ont dit quoi finalement ? À la fin, satisfaction globale? Oui, satisfaction, parce que très souvent au début, il y a une certaine lenteur en ce qui concerne les inscriptions, mais quand il reste pratiquement un jour, voire 2 jours, vous voyez les gens se bousculer au portillon, histoire également de s'inscrire, et ça c'est très intéressant. Au-delà de ça aussi, ils ont certes réussi quelque chose, il va falloir peut-être penser à quelque chose d'autre, à une autre organisation, peut-être sous peu, quand on sait qu'il y a le point focal 3 contre 3, Serge Akoussa qui est toujours là, au côté des jeunes pour pouvoir promouvoir cette discipline. La fédération, par endroit aussi, met à leur disposition les équipements, je dirais même les matériaux, parce qu'il faut quand même mettre le panier, le chronométreur et puis le parquet. Ça aussi, c'est une particularité. On ne joue pas sur du sol, mais il y a bien des parquets qui sont bien disposés. Et ça, c'est la Fédération nationale de basketball qui leur offre ça, en tout cas pour un temps de compétition. Et ça, c'est encourageant. Vivement que ça continue comme ça. Et surtout que les présidents de clubs aussi, progressivement, doivent accepter cette idée-là de faire jouer leurs joueurs, si on peut le dire ainsi, concernant le 3 contre 3. Oui, qui est un dérivé, on ne cessera jamais de le dire, du 5 contre 5. Donc, de toutes les façons, on ne peut que dire bon vent à cette discipline sportive. En tout cas, bon vent et surtout que d'autres occasions s'ouvrent pour les pratiquants du 3 contre 3. On compte naturellement sur la Fédération nationale de basketball et puis surtout le point focal Serge Akoussa pour continuer la promotion de ce sport-là. Parlons maintenant judo avec Lomé qui est devenu la capitale, le point central d'une réflexion, d'une vision futuriste. Quant au judo, ici en Afrique, Latif Yorouma, il y avait 2 jours, on peut dire même que ça continue cette réflexion. 25 fédérations sont arrivées à Lomé pour, on va dire, l'occasion pour la circonstance. C'est vrai, vous avez compté, ils atteignent 25. Oui, 25. Les présidents de fédérations qui sont arrivés. 25, sinon 26, parce que oui, en plein travaux, il y a également, je crois bien, un président de fédération qui est arrivé, ou en fait un vice-président, voilà, qui est arrivé, qui a représenté donc son président. C'est pour dire que ça fait une trentaine pratiquement, qui donc est arrivé au Togo, à Lomé, pour justement cette journée de réflexion, pour parler du judo, pourquoi
pourquoi par exemple le judo africain ne marche pas alors que sous d'autres cieux, par exemple en France, c'est le judo qui donne beaucoup plus, en tout cas, de sourire aux sportifs. Lorsqu'on parle Teddy Riner, voilà, il y a également un Ivoirien, je crois, qui porte les couleurs de la France, alors que toutes ces valeurs sont parties donc de l'Afrique. Pourquoi pas, par exemple, voir demain des Clarisse Agbenienou, peut-être des Teddy Riner tchadiens ou togolais pour porter véritablement les couleurs de l'Afrique. Et donc, c'est l'une des raisons principales pourquoi donc ces présidents se sont retrouvés ici à Lomé. Ils ont voulu échanger. Il y a quand même une façon de faire, par exemple, le judo au Tchad, une autre façon de faire le judo au Burundi, une autre au Togo. En fait, c'est ce qu'ils disent, en fait. Chacun a quand même la pratique. Au niveau de la pratique et au niveau de la stratégie. C'est-à-dire que chacun a sa façon de mener peut-être, comment on dit, la promotion de la discipline. Et maintenant, ils sont ensemble pour justement échanger, pour que le Togo dise, par exemple, au reste de l'Afrique, c'est comme cela que nous on fait par rapport à tel et tel projet, pour que l'autre également partage ses expériences avec les autres pays, et ensemble, ils vont fédérer pour finalement sortir des meilleurs athlètes africains. Voilà, en tout cas, le projet. En tout cas, ils veulent mutualiser leurs efforts. Ils veulent mutualiser parce qu'ils disent que voilà, l'Afrique reste, quoi qu'on dise, une même nation. Et donc, voilà pourquoi ils se sont retrouvés. Ça, c'est beaucoup plus le côté qui est mis en avant, le côté technique est mis en avant. Comment faire pour attirer les bailleurs de fonds, avoir des sponsors, pour pouvoir faciliter, par exemple, le déplacement des athlètes quand il s'agit des différentes compétitions, parce que c'est ce qui se fait un peu partout ailleurs. Maintenant, écoutez, au-delà de tout, Franck, en tant que journaliste, on analyse, on va au-delà du simple fait que, voilà, ils sont là pour échanger les expériences. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a également des enjeux qui sont devant. Il y a également ce qu'on appelle, il y a une confédération africaine de judo qui est là. Il y a un Malien qui est à la tête de cette confédération et qui, selon véritablement des indiscrétions, n'a pas véritablement été un atout sur un certain temps par rapport à ces disciplines. Il est venu ? Il n'était pas là. On parle quand même de 25 ou 26 sur toute l'Afrique. Ça suppose que c'est une partie de l'Afrique qui s'est retrouvée au Togo. Alors, ça suppose qu'il y a également d'autres objectifs derrière. Maintenant, de façon officielle, ce n'est pas véritablement ce qui a été mis en avant, mais lorsqu'on va au-delà de tout, il faudrait véritablement comprendre qu'il y a des intentions pour déjà challenger, pourquoi pas, ce fauteuil de président de la Confédération africaine de judo. Pélagie, vous remontez Deladé Makpaki, le président de la Fédération togolaise de judo, que nous écoutons. Il n'y a pas de résolution puisque la réflexion continue. Il y a eu des propositions de tout un chacun, de chaque président. Il y a eu des structures qui interviennent en matière de judo qui se sont proposées de nous accompagner pour un futur du judo africain. Donc nous allons continuer les travaux, continuer les échanges et en gros nous avons identifié quand même quelques points, c'est-à-dire l'entraide, que ce soit sur le plan marketing, que ce soit sur le plan de la formation et que ce soit sur le plan des compétitions. Nous avons aussi souligné une fois de plus qu'il doit y avoir une interaction forte entre nos fédérations et les pouvoirs publics afin de pouvoir accompagner sereinement et plus efficacement nos athlètes. À la suite du président de la Fédération togolaise de judo, Deladé Makpaki, on va écouter le Burundais Valérie Manierica également, qui a plutôt parlé de l'avenir de ce judo après la démonstration faite par les enfants aussi. Les présidents des fédérations de judo d'Afrique se sont dit pourquoi pas une journée où on peut réfléchir sur le judo. Chacun donner sa petite expérience. Si chacun reste avec sa petite expérience de son côté, on peut ne pas évoluer très bien. On part de l'idée que l'Afrique, nous sommes une seule nation. Si nous sommes une seule nation, on peut développer ça, se soutenir mutuellement et faire un projet ensemble, ce que je dirais un projet africain. Une réflexion, quitte à ce que les dirigeants puissent considérer ça comme
demain une Afrique unie. On vient de voir vraiment une prestation qui est très significative parce que quand on parle de journée de réflexion, on regarde devant. Devant, c'est l'avenir. Et l'avenir, ça commence par les petits-enfants. Vous avez vu, c'est des enfants qui commencent le judo au bas âge. Le judo, ce sont des réflexes. On ne va pas avoir des réflexes à l'âge de 19 ans. Mais si les réflexes commencent à l'âge de 4 ans, 5 ans, 2028, on est des judokas qui représentent le Togo aux Jeux Olympiques. On va dire que c'est des judokas africains parce que nous sommes en train de réfléchir sur l'Afrique. Valérie Manierica, président de la Fédération burundaise de judo, Grégoire Attignon, regrouper quand même, réunir une trentaine de fédérations au Togo. Mais qu'est-ce que ça peut signifier ? On a des intentions, hein ? Oui, on a des intentions. Quand j'écoute un tout petit peu le président de la Fédération togolaise de judo et quand j'écoute également le président de la Fédération burundaise de la discipline, on a quand même envie donc de valoriser un tout petit peu cette discipline-là, de faire savoir que oui, l'Afrique aussi peut pratiquer cette discipline d'une autre manière. C'est ce qu'on essaie de faire. Et quand vous écoutez, on dirait que oui, il y a un souci quelque part. On constate qu'il n'y a pas le développement de cette discipline en tant que telle sur le continent. C'est pourquoi on a quand même initié cette réflexion, cette journée de réflexion ici à Lomé. Je crois que c'est quand même bien pour réfléchir cette discipline, pour que l'Afrique ait également des athlètes dignes de ce nom dans cette discipline. Donc je crois que c'est quand même bien. Maintenant que cette journée de réflexion ne se transforme pas à autre chose, parce que si on apprend que le président de la Confédération n'est pas à Lomé, pourquoi il n'est pas à Lomé? Est-ce qu'il fait véritablement partie donc de ce projet-là? Pourquoi les autres se retrouvent et que les autres pays ne sont pas là? Donc c'est également des interrogations. Mais je pense que cette initiative ou bien ce projet qui amène ce président de fédération à Lomé, c'est pour un but, c'est pour un objectif, le développement du judo en Afrique. Oui, une vision futuriste, ont-ils dit. Mais là, Latif a dit d'aller au-delà de cette réunion et c'est dire que le Togo a envie peut-être de prendre les choses en main au niveau continental dans les mois à venir. Oui, sans langue de bois. Sans langue de bois, c'est ce qu'on peut quand même entrevoir à travers cette grande, moi j'appelle ça une grande réunion, hein, parce que quand même... une trentaine de fédérations, ça n'arrive pas tous les jours. Pas du tout. Et voilà, c'est une cinquantaine quand on considère le continent sur lequel nous vivons. Donc quelque part, je me dis que Deladé Marakpaki est en train de frapper un grand coup. Et donc c'est quelqu'un quand même qui maîtrise bien son domaine, même si c'est vrai, ces dernières années, le judo chez nous au Togo n'est pas aussi, je peux dire, en compétition de façon régulière, mais dans son coin, il fait un petit travail et aujourd'hui, on se rend compte que oui, il fallait quand même rassembler tout ça. Mais j'ai lu un article il n'y a pas quand même longtemps, il semblerait qu'à la tête de l'Union africaine de judo, il y a un souci d'avoir un candidat crédible qui doit diriger tout, un bras de fer entre un certain Abakar Djerma et puis Habib Sissoko. Voilà les deux noms. Habib Sissoko, je crois, c'est le président. Voilà, c'est un Malien. Oui. Voilà. Et puis Derman Djerma, c'est lui qui a dirigé les travaux hier. C'est un Tchadien. C'est un Tchadien. Voilà. C'est le président de la fédération tchadienne. Donc quelque part, il y a un petit bras de fer. Il y a eu une scission déjà. Il est aussi membre de l'Union, je crois. Oui, il est membre africaine de judo. Ça veut dire qu'il y a une scission déjà. Oui, c'est ça à quoi cela s'apparente. Maintenant, au-delà de ça, je pense que normalement, on doit trouver les voies et moyens pour pouvoir arriver à arrimer les uns les autres sur un seul objectif. Parce que souvent, les associations sportives en Afrique, même sous d'autres cieux, parfois, il y a souvent ces frictions-là qui ne disent pas leur nom. Et des fois, on a certes une association, mais au même moment, des membres qui sont divisés. Et franchement, ça ne donne pas du tout une bonne image de la discipline du judo. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, pour chuter, a besoin d'avoir une autre politique, une autre façon de faire les choses et surtout d'avoir des représentants lors des compétitions internationales. Latif, le président togolais Deladé Marakpaki a dit il n'y a pas encore de résolution. Les réflexions se poursuivent. Oui, il a dit. Et puis, écoutez, Franck, en aucun moment, puisque la réunion a été ouverte à la presse, de la première heure à la dernière, et là, il n'a jamais été question, justement, de malaise au sein donc, de l'Union africaine de judo. Mais ça se voit. Oui, mais ils ont parlé technique. Ils ont parlé de comment faire, en tout cas, avancer de façon technique, comment demain pouvoir avoir des judokas
cas au plan professionnel, comment pouvoir avoir des médailles olympiques. C'est sur ces aspects-là qu'ils ont échangé. Maintenant, en off, comme on l'a dit, il y a quand même d'autres choses qui vont se dire. Et hier, ils ont continué, en tout cas, l'après-midi seuls. Aujourd'hui, ils ont poursuivi, en tout cas, je dirais, leur séjour à Lomé vers Palimé. Ils vont poursuivre vers Atapamé. Ça aussi, quand même, des aires de tourisme, mais également des aires de concertation, de conclave, en tout cas, de quelque chose qui se prépare. Ils ont dit qu'ils projettent 3 rencontres du genre pour l'année 2020. Et là, il y a déjà une première rencontre. Et le président de la Fédération togolaise de judo a souhaité, pourquoi pas, retrouver en tout cas ses pairs à Lomé pour l'une des 2 rencontres qui sont encore en gestation. Donc voilà, ça suppose qu'il y a un souci, mais il y a une volonté de changer les choses, et la volonté de changer les choses est imprimée par, je pense, le Togo à travers la Fédération togolaise de judo. Deladé Makpaki qui semble se positionner pour le futur du judo continental. On verra tout ça de façon plus claire dans les semaines, mois à venir. Et l'on en vient à la fin de la 2e division nationale de football avec la 9e et dernière journée dans les 2 groupes, la zone nord et la zone sud. Lorsque nous prenons la zone nord pour d'abord faire le bilan à ce niveau, les résultats de cette dernière journée, la 9e de la phase aller bien sûr, il y a 0-0 entre Doumbé et le CDF Aknour. Agoua a dominé Foupa 1-0, Bunja et US Agbandi se sont également neutralisés 0 partout. Fouadan perd à Mango devant l'AS Bina 1-0. 1-0 aussi pour Kakadel de Doufelgou devant Bikinti de Bassar qui ne produit plus du jeu, qui ne gagne plus beaucoup. Pensait que pour cette compétition, Bikinti allait dominer tout pour être le patron dans la zone nord ou Fouadan, mais ce n'est pas ça. C'est plutôt l'AS Bina qui contrôle les choses après avoir dominé donc on va dire Fouadan 1-0 et Kakadel également qui suit le rythme. Et d'ailleurs nous allons écouter l'entraîneur de Kakadel de Doufelgou, Kembe Amako, après sa victoire sur Bikinti de Bassar. Le championnat, c'est une course de résistance. La course est longue, on prend match par match. On a pris 3 points. Aspinant, notre concurrent, aussi grand des points, va se poursuivre et la bataille va tirer jusqu'au bout. La bataille va se jouer à quel niveau? Nous allons recevoir Aspinant sur notre propre terrain et nous allons pouvoir gagner Aspinant pour essayer de freiner aussi l'élan de Aspinant et espérer aussi un faux pas à l'extérieur de Aspinant, parce que nous savons que les 2 équipes elles se cherchent, chacun cherche à toujours gagner chaque match. Je crois que notre confrontation va faire la différence. Kembe Amako, entraîneur de Kakadel de Doufelgou. En face de lui, c'était François Golou, celui de Bikinti. Nous reconnaissons que nous avons ce problème de finition, mais il faut reconnaître aussi que cette démission qui temps-ci, nous avons travaillé beaucoup sur la finition. C'est l'arbitre qui a donné la victoire à Kakad. L'arbitre ne veut pas laisser les joueurs évoluer. Nous formons des joueurs, nous voulons les voir évoluer, mais ce qui s'est passé, ça m'a donné beaucoup. 35e minute, sur une erreur de la défense de Kakadele, votre attaquant récupère le ballon, mais je ne sais pas, il attendait le photographe. Là aussi, c'est l'arbitre. Une erreur de jeunesse, je pouvais dire. Ce que j'avais dit auparavant, l'arbitre pouvait laisser les joueurs évoluer. Mais à chaque fois que le ballon arrive à la lisière de la surface, pour créer le danger dans le camp adverse, il trouve toujours à dire, il trouve toujours à siffler. Que les arbitres nous laissent travailler pour qu'on connaisse notre force aussi. François Golou, entraîneur de Bikinti de Bassar, Félix Ouala. Ouais, et la première place occupée aujourd'hui par la AS Bina, c'est une surprise ou on voyait venir ça? Oui, on voyait venir ça déjà. Ça fait 3 victoires de suite pour cette équipe et depuis que cette équipe a débuté, je crois, lors de la première journée, il y avait eu un match reporté et cette équipe a bien suivi l'élan, mais elle a tenu jusqu'à cette place. Cette équipe a encaissé, si je ne me trompe pas, 3 buts depuis le début de l'exercice. Donc oui, ce n'est pas une surprise déjà. Face à ses concurrents directs, elle avait perdu face à Kakadel et a perdu la tête, mais elle a repris la tête depuis la journée suivante où Kakadel avait fait un match nul. Donc oui, ça c'est sympa volé. Oui, c'est pas volé. L'AS Bina qui sur les dernières saisons a on va dire
brader son football. Aujourd'hui, en tête de ce championnat, on peut parler déjà d'un potentiel favori pour la montée. Ça dépend de l'objectif des responsables de cette équipe. Et quand vous voyez déjà un entraîneur en la personne de Bataba Bala Kimwe à la tête de cette formation, ce qui veut dire qu'on a un objectif, on vise plus haut, c'est-à-dire une montée en première division. Parce qu'on a compris que dans les années passées, oui, cette équipe a un tout petit peu connu des difficultés en dehors d'autres équipes qui avaient eu la possibilité de se retrouver jusqu'aux portes donc, de la première division finalement, qui ne l'ont pas eu comme Agua de Kosuntu et bien d'autres. Mais je crois que du côté de l'Asbina, on constate aujourd'hui qu'on a cette envie-là de véritablement venir en première division. Aujourd'hui, les résultats sont là parce que les résultats sur le terrain, c'est l'Asbina qui a les points, le plus grand nombre de points. Et c'est pour cette raison que cette équipe se retrouve en tête donc, de cette poule. Mais moi, je me dis que c'est un peu la surprise de cette poule parce que dans cette poule, il y a également Fouadan de Dapaon, Biketi de Bassa, Agua de Kosuntu et puis Kakadel de Doufelgou. Vous savez que Kakadel, la saison dernière, était l'équipe qui était classée 3e derrière Unisport et puis Agua de Kosuntu. Donc, on se disait que oui, Kakadel aussi peut avoir cette envie. Et véritablement, on a également cette envie-là de venir en première division. Donc, aujourd'hui, moi, je me dis que c'est un peu la surprise du côté de Pagoda. Une surprise, mais avec la présence de Bataba Bala Kimwe, ce qui veut dire qu'on vise loin. Bataba n'est pas n'importe qui, c'est un entraîneur qui a déjà coaché un club de première division comme Ange de Noche. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même un objectif, une vision, c'est de monter en première division. En première division, on va voir de près le classement proposé par Angelo Folico au sortir de cette 9e et dernière journée de la phase aller. Premier AS Bina, champion à mi-saison avec 20 points plus 8. Kakadala prend la deuxième place avec au compteur 18 points plus 5. 13 unités plus 1 et 13 points pour Agua de Kosuntu et Doumbé de Mango respectivement, classés 3e et 4e. Bunja prend la 5e place avec 12 points. 6e, Fukpa de Sotubois, 12 points. Fouadan de Dapan reste statique, 8 points. 8e avec 9 points. 9 unités moins 3 pour US Agbandi, 9e. Et avant en dernier, la lanterne rouge n'est autre que le CDF Haknour qui a dans son escarcelle 4 points moins 7. Angelo Folico, globalement, que dites-vous? Logique respectée ou bien vous parlez de surprise aussi? Pour le début du championnat, sincèrement, je ne voyais pas cette équipe de l'AS Bina. Mais je pense que petit à petit, cette équipe a plutôt gagné beaucoup plus en confiance. On a eu l'opportunité de discuter un peu avec Bataba Balakimwe. Il a reconnu qu'il a une équipe très très jeune, avec des joueurs pas forcément expérimentés. Une image souvent relève tout ce qu'il est en train de dire en amont. Vous avez une équipe qui a par exemple 5 occasions dans un match qui met juste une. Donc, par moment, on se rend compte que c'est compliqué de pouvoir concrétiser toutes les actions offensives que l'équipe a dans un match. Maintenant, petit à petit, quand vous gagnez 1-0, je pense que l'équipe même a gagné une fois 3-0 durant cette phase allée. Ça, c'est intéressant. Ça montre à suffisance qu'il y a quand même des joueurs de valeur dans cette équipe. Autre chose, c'est le portier dont le nom m'échappe un tout petit peu, qui est souvent titulaire. Bataba reconnaît que lorsqu'il est titulaire, lorsqu'il le met en tant que titulaire, l'équipe gagne souvent. Donc, par moment aussi, on peut comprendre qu'il y a certains joueurs qui portent un peu l'équipe. Et donc, je me dis que c'est le fruit du travail. Sincèrement parlant, Bataba, c'est quelqu'un qui est très pointu en matière de tactique et de discipline dans une équipe. Aujourd'hui, je pense qu'il mérite d'avoir cette première place. 20 points sur 27 possibles. Je pense que oui, l'AS Bina mérite d'être championne à mi-saison au niveau de la zone nord. Oui, Latifi Roma, globalement, qu'est-ce qui explique, on va dire, ce mauvais parcours des grosses écuries entre Grives-Cusson, Bikenti et Fouadan, et puis Agua aussi que beaucoup attendaient? Bon, peut-être que les préparatifs de ce qui n'était pas attendu ont surpris beaucoup. Parce que c'est vrai que l'opinion attendait beaucoup plus Fouadan et l'équipe de Bikenti. L'opinion attendait aussi peut-être Agua qui a souvent joué le premier rôle au niveau donc, de la zone nord. Mais voilà, AS Bina, c'est la surprise véritablement. Kakadel, oui, Grégoire l'a dit, ils ont fini sur le podium la saison dernière.
dernière. Maintenant, est-ce qu'ils ont gardé le même effectif? On ne savait pas. Donc, la surprise est venue de là. Ceux qui étaient potentiellement favoris ont été surpris par les préparatifs des autres qui ont mis les moyens, qui ont tout de suite mis les joueurs sur le terrain. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose qui est en train de choses. Autre chose, je me dis, il y a le découragement qui explique aussi la méforme de certaines équipes. Lorsque vous prenez les mêmes équipes que l'opinion attendait, écoutez, ils ont été, par exemple, relégués. Ils n'ont pas été relégués, mais ils sont relégués par rapport à certaines contingences. N'oubliez pas que Fouadan et Bikenti, voilà, ont été sanctionnés, ont joué hors de leur base, ce qui a précipité tout de suite la descente de ces deux équipes-là, alors qu'entre-temps, Bikenti a été leader jusqu'à 4-5 journées durant la saison dernière dans l'élite. Lorsque vous prenez à Goua, la fête a eu lieu même à Koussountou, comme quoi, voilà, ils étaient historiquement en première division, mais au décompte final, c'est Unisport qui passe. Et donc, tout cela peut-être explique aujourd'hui ce qu'on a pu voir comme méforme au niveau de ces deux équipes. Mais il y a une équipe qui est en train de revenir, c'est Agua de Koussountou. Déjà, ils sont 3e, même s'ils partagent les mêmes points avec Doumbé de Mango, mais ils sont en train de revenir. Ce n'est pas forcément le cas de Bikenti et de Fouadan de Dapaon, mais heureusement, il y a quand même une trêve de pratiquement 3 semaines qui sera là, et cette trêve risque de chambouler aussi les choses, parce que ceux qui sont en bonne place, ceux qui sont en tête aujourd'hui, ne vont pas vouloir changer un peu. On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, mais ceux qui sont en difficulté vont forcément travailler. Vous savez, on attend toujours que quelqu'un tombe malade avant de secourir cette personne. Les cadres de Mango vont tout de suite se retrouver. Les cadres, je dis de Mango, les cadres d'Apaon, les cadres de Bassa vont tout de suite se retrouver et finalement vouloir sauver quelque chose. Et donc, AS Bina et Kakadre ne devraient pas commencer à fêter parce que la deuxième phase nous réserve beaucoup de choses. On peut s'attendre à une deuxième phase assez disputée. Et lorsqu'on fait les comptes, ça fait 51 buts en 45 matchs dans la zone nord. Ça n'a pas beaucoup marqué. La journée la plus prolifique, ou bien les journées les plus prolifiques au niveau de la zone nord, c'est les journées 4 et 5 avec 9 buts marqués. Après ça, on a constaté une journée où il y a 2 buts seulement de marqués en 5 matchs. C'était la 6e journée de cette compétition. Et voilà, donc ceci nous permet de parler maintenant de la zone sud avec Entendeux qui est le patron à ce niveau après avoir dominé la dernière fois Tambo sur un score de 3-0. Nous allons pouvoir écouter Sena Fiaboé, l'entraîneur de l'Entendeux. Je l'ai dit, quand vous avez un bon arbitre sur un bon match, vous allez faire un bon match. Et ce soir, vous avez vu, l'arbitre a été impeccable. On a joué notre football. En dehors de l'arbitrage, qu'est-ce qui a permis à l'Entendeux de gagner? C'est ce que je dis. Je dis tous les aspects en football sont très importants. Et si l'arbitre décourage les joueurs, ils ne peuvent pas jouer. Mais vous voyez comment l'arbitre a sifflé. Il était impartial dans le match. Il a fait son boulot. Et les joueurs aussi, sachant que c'est un arbitre international, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, sachant que l'arbitre va les protéger. Au sein des entraînements, on a essayé d'élargir un peu notre jeu sur les côtés. Vous avez vu, le premier but, c'était un bon but qu'on avait marqué, ça nous a décanté de l'association. La faille est au niveau de cette équipe de Tambo, où l'avez-vous trouvé? J'aime pas parler trop des équipes adverses, j'aime parler de mon équipe. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mes poulains, ils ont donné le maximum. Fiaboé Kofi Sena, entraîneur de l'Entendeux. En face de lui, c'était Augustin Apigna, l'adjoint au niveau de Tambo de Datia. En fait, c'est le foot et tout peut se passer. Vous avez vu le jeu. Nous avons passé une semaine un peu difficile. Notre effectif a été considérablement réduit pour cause de blessures, de maladies. Donc, ils sont obligés de faire avec le groupe que nous avons. C'est ça qui a pesé un peu. Mais vous avez vu ce qui s'est passé en première partie. C'est vrai, on a vite encaissé. On a pris un but matinal. Parce qu'avant les 20 premières minutes, nous avons pris un but. On a essayé de galvaniser la troupe. On était revenu en deuxième mi-temps avec de bonnes intentions. Vous avez vu, le jeu était posé. Mais franchement, le deuxième but nous a coupé les herbes sous les pieds, voilà, c'est en fait ce qui s'est passé. Donc avec des jeunes joueurs comme ça, c'est toujours difficile. Quand au moment où vous prenez le jeu à votre compte, vous prenez un but contre le cours du jeu, c'est toujours difficile. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à Tambo? Oui, effectivement, notre milieu de terrain n'a pas tourné comme d'habitude. Notre récupération, ça a flotté. Tout ça là, le marquage au milieu de terrain, on dirait que l'adversaire était un peu plus mobile que nous. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Augustin Apigna, entraîneur adjoint de Tambo, sa voix grave et imposante devant Grégoire Attignon. Il est imposant lui-même. Voilà, ça se voit dans la voix. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Entendeux va finalement pouvoir
gagner ce championnat dans la zone sud parce qu'on est habitué à une entente qui prend les choses en main et au dernier moment, au moment du dernier virage, fléchit, baisse la garde et échoue toujours, on va dire, à la montée. Bon, Franck, si vous permettez, avant donc de répondre à cette question, je voudrais dire quelque chose. Les entraîneurs, il faut qu'ils soient beaucoup plus honnêtes envers eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire, quand vous perdez un match, il faut reconnaître que vous avez perdu le match et se cacher derrière autre chose pour accuser à tout bout de temps les arbitres. Vous parlez de qui? Oui, j'en viens. Et par rapport au match de samedi dernier, le match de l'Entente de Dahomey, quand l'entraîneur plutôt dit que c'est parce que l'arbitre a protégé ses joueurs, non, je ne crois pas. L'arbitre a fait son match. C'était un système mis en place par l'entraîneur qui a permis à son équipe... mal exprimé. Hein? Oui, sincèrement, je suis désolé, oui, sincèrement. Et puis par rapport à la question sur l'équipe adverse, il doit respecter également l'équipe adverse. Dire que non, il n'aime pas trop parler de l'adversaire, mais l'adversaire a également joué. Moi, je me dis que l'entente de cette saison, il faut sincèrement être d'accord. Il faut dire que c'est l'entente d'eux et les autres. Quand vous voyez un peu le jeu produit par les jeunes de Kodouya Kopeni Konakwe, c'est l'entente d'eux et les autres parce que l'entente de produire le jeu, l'entente de faire le jeu et l'entente de marquer également. Et quand vous prenez les autres équipes, c'est l'entente qui marque beaucoup plus de buts que les autres équipes. Aujourd'hui, on voit également le goal différentiel de cette équipe. Et quand vous voyez un peu tactiquement, c'est une équipe qui est en place avec des joueurs qui sont là, qui répondent véritablement au jeu mis en place par l'entraîneur. Il y a Nukafu Victor qu'on ne présente plus, même si on sait que cette saison, en tout cas, ce n'est pas véritablement la grande forme de Nukafu Victor. On sait qu'il n'est pas titulaire à tous les matchs. Il y a également Akpao Tony, la dernière fois qui était mis sur le banc. Il y a également Mouzou Kofitia Seiram. Il y a d'autres, le capitaine Seignon Philippe. Il y a Fiagnon Dotier qui est là. Il y a également Junior Akakpo. Il y a également Alassane Abdul Ganiou. Kissimbo qui est revenu, qui a démarré il y a quelques temps. Mais du côté des gardiens de but, par exemple, l'entente a changé de gardien. Ce n'est plus Welbeck comme les 2 dernières saisons. Maintenant, c'est le jeune de Souza Jean qui est dans le but. Donc, quand vous voyez un peu l'entente de jouer, il y a quand même cette envie de revoir un peu cette équipe se produire sur le terrain. Et donc, moi, j'ai vu, ça fait le deuxième match de l'entente de cette saison auquel moi j'ai assisté. L'entente joue toujours de la même manière. L'entente joue toujours sur les côtés. On profite toujours de ces ailiers-là qui vont vite et également de ces latéraux qui montent. Abdul Ganiou et puis Fiagnon Toté qui montent et qui arrivent toujours à suppléer donc les ailiers qui sont à Capo Junior et également Amouzou Seiram. Maintenant à la pointe, il y a en tout cas Kissimbo qui est également là, mais sans oublier Nukafu Victor qui est toujours là à distribuer de bons ballons aux autres. Donc je peux dire que l'entente pour le moment, c'est une très grande équipe de l'entente qui joue en 2e division et qui domine pour le moment cette 2e division. Mais attention, vous l'avez dit, les 2 dernières saisons ou bien les 3 dernières saisons, l'entente dominait toujours les choses, mais au dernier moment, c'est une équipe qui relâche et qui donne l'opportunité à une autre équipe. Donc, je crois que cette fois-ci, on est conscient du côté de Kodouya Kopeni Konakwe qu'on veut véritablement saisir cette chance-là. C'est la bonne occasion pour entendre de vous imaginer aussi. Oui, c'est maintenant ou jamais pour cette équipe parce que c'est pour cette mission que Fiabo est venu faire monter cette équipe. J'ai eu l'occasion de discuter, de l'interviewer. Cette équipe a beaucoup, et même mon professeur de banc, Grégoire l'a dit tout à l'heure, cette équipe, mais il menait avant qu'il n'entre en jeu. Donc, j'ose croire que cette équipe va tenir les rythmes parce que pour le moment, on sentait que c'était Arabia qui suivait cette équipe, mais Arabia aussi a laissé cette seconde place à Kotoko. Donc, Arabie, en temps d'aujourd'hui, moi, personnellement, je crois que cette équipe peut tenir la baraque jusqu'à en fin de saison. Ouais, on a annoncé un combat entre Entendeux et les Chameaux de Tablibo Arabia, mais les Chameaux semblent ne plus suivre le rythme des jaunes de Kodouya Kopeni Konakwe à Djololo. La preuve, ils ont perdu encore à Lavier sur le score de 2-1 face à Kotoko. On va écouter d'ailleurs l'entraîneur victorieux Ekoué Samuel Galé. On a bien joué la deuxième mi-temps et on menait 2-0. Quand j'ai choisi ce métier, parfois l'adrénaline d'avant-match, je crois que ça a pesé la pression sur mes joueurs. C'est à la mi-temps que j'ai essayé de décanter mentalement pour les dire, écoute, les gars, vous avez peur de quoi? Amusez-vous, prenez plaisir, vous savez faire des choses. Et vous savez animer le jeu, vous techniquement, mais aujourd'hui, il y avait les déchets techniques, il y avait les contrôles ne réussissaient pas, les passes n'arrivaient pas, surtout que l'adversaire dégageait le ballon. Si on voit, ils ont un bon gardien qui a un très bon dégagement. Mais après ça, je suis désolé, je n'ai pas vu grand-chose de l'autre côté, quoi.
Samuel Ekwe Galé, l'entraîneur de Kotoko. Et après lui, c'est Isso Azina et Sotaku qui pointent un peu du doigt l'arbitrage. Par rapport au jeu de mes joueurs, moi je suis satisfait. Parce que dessus, pourquoi je n'ai jamais critiqué l'arbitrage. Mais vous voyez, vous-même vous êtes ici, vous avez vu comment est-ce que l'arbitrage a été vraiment en dessous de la moyenne. Vraiment, il y a nos joueurs puissants soulevés. Il était là. Quand l'arbitrage est parti seulement, il était debout. Après, puis là, baissé, il est parti. C'est pas grave et c'est pas la fin du monde. Et nous, on va continuer à travailler. Et ça va venir. En supériorité numérique, on a vu quand même Arabia qui poussait pour revenir au score. Oui, effectivement, la stratégie qu'on avait mis en jeu, et c'est ça qui a fait qu'on a poussé, mais ils ont eu une chance tellement qu'ils n'ont pas eu de but. Mais sinon, c'était des buts qu'on devait les arroser. Et Soazina Isotaku de l'encadrement de Arabia de Tabligbo. Mais là, les Chameaux, ce n'est plus cette confiance du début de saison qu'on a constaté avec 5 matchs d'affilée sans défaite, sans le moindre but encaissé. Mais là, les Chameaux, ça ne va plus. Oui, bon, ils ont un tout petit peu décroché, mais sauf qu'ils sont toujours dans le coup, parce que voilà, il n'y a que 4 points entre eux et comment est-ce qu'on dit, et l'entente de Lomé. Ils sont toujours sur le podium, ils sont 3e. Et puis lorsque vous écoutez Samuel Ekwe Galé et puis Isso Azina et Sotaku et même le reporter, il y a quand même une contradiction. Parce que là, lorsqu'on dit voilà, ils ont poussé, lorsqu'on voit également que le score c'est 2-1 et que quelque part Ekwe Galé dit qu'il n'a rien vu chez l'adversaire, vous voyez il exagère. Non, il exagère. Le score c'est 2-1. Et puis à la fin, on disait quand même que l'équipe adverse a poussé. Vous avez écouté le dernier mot, qu'il devait les arroser. C'est un jardinier. Les chameaux sont devenus des mais ce championnat, Franck, il n'est pas fini. Ce championnat, il n'est pas fini. Lorsque vous voyez un peu ceux qui sont le trio de tête, l'entente doit serrer encore. Doit serrer. Je suis d'accord avec Grégoire et puis Félix. Voilà, l'équipe, selon moi, les yeux fermés, qui est déjà prête pour jouer la première division actuellement, c'est l'entente 2. Mais attention, à la phase retour, l'entente 2 a quand même un calendrier compliqué. Très compliqué d'ailleurs. L'entente 2 ira jouer à Lavier, c'est chez son concurrent direct. L'entente 2 ira jouer à Tabligbo, chez son concurrent direct. Ils sont 2e, 3e. L'entente 2 ira jouer chez le 4e qui est l'étoile filante à Oscar Anthony. Ça suppose l'entente 2 va à Talo chez Tambo également. L'entente 2 ira à Talo. N'oubliez pas que l'entente 2 ira également à la JCA, peut-être qui va lutter contre peut-être le maintien ou bien la relégation. Donc voilà un peu, c'est un calendrier qui est compliqué, qui n'est pas aussi favorable pour l'équipe de l'entente 2, mais aussi Kotoko qui dit qu'il n'a rien vu chez l'adversaire, ira jouer la dernière journée peut-être une finale. Peut-être que Kotoko chez Arabia. Peut-être que Kotoko va jouer pour la montée et donc ira jouer une finale à Lavier et plutôt à Tabligbo pour monter et peut-être là-bas il verra quelque chose chez l'adversaire. Donc championnat compliqué, très compliqué, mais attention et que les arbitres également jouent leur partition parce que oui, il y a beaucoup qui pointent du doigt en tout cas ces arbitres-là. On les connaît. Bon, maintenant que les entraîneurs aussi soient un peu sérieux, voilà, sincèrement, que les gens jouent quoi. Nous sommes tous d'accord que l'entente joue très bien, mais il faudrait que Fiaboué, Sénat revoie ses sorties parce que là, on ne peut pas perdre un match logiquement parce que moi je dis que c'est logiquement que l'entente a perdu contre Asfosa et qu'on commence à crier sur tous les toits que c'est l'arbitre, alors que le jour là, ils ont proprement perdu ce match. Et déjà, Entente avait atomisé l'étoile filante au municipal. Oui. Le jour-là, l'arbitre, la dame, celle qui avait dirigé la rencontre, n'était pas dans ces beaux jours, mais Entente a quand même gagné cette rencontre. Donc, voilà. Merci beaucoup, Félix. Le jour-là, les supporters de l'Entente étaient en courroux parce que justement, le sifflet n'était pas celui-là. Et pourtant, l'Entente a gagné. Que Sénat ne vienne pas nous dire que c'est quand l'arbitre siffle bien qu'eux, ils gagnent. Le jour-là, ils ont critiqué l'arbitrage, mais ils ont gagné 3-1. Donc, je ne suis pas d'accord avec Fiaboué. Ils ont la meilleure attaque en tout cas, mais comme vous le dites, il y a un club qui est promu et qui a des problèmes. C'est Tambo qui n'arrive plus à gagner à la maison. C'est Kotor. Kotor Football Club qui n'arrive plus à gagner une victoire depuis le début de la saison et puis c'est fini. C'est des matchs nuls. On n'arrive plus à s'imposer même à domicile. Hier, ça a été également le cas face à la JCA. Un but partout à l'arrivée. Youssouf Rachid.
C'est toujours le statu quo. C'est pas, on joue bien, toujours des problèmes d'efficacité. Nous jouons très bien. Nous avons complètement dominé le match. Depuis le début de la première, c'est la même chose. En jouant, c'est bon, on crée des occasions, mais on n'arrive jamais à gagner. Mais on ne sait pas ce qui ne va pas, mais on va toujours continuer. C'est la dernière journée de la phase aller. Nous avons décidé que ça passe ou ça casse. Et pourquoi on a beaucoup misé sur les jeux offensifs. Nous sommes créé beaucoup d'occasions, mais malheureusement, la chance aussi n'est pas de notre côté. Voilà, Youssouf Rachid Grégoire, très brièvement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ça ne va pas, même à l'extérieur, à domicile, quand on ne se retrouve plus. Le problème, l'entraîneur l'a dit, c'est le problème d'efficacité. Rien que ça? Oui, parce que quand vous voyez un peu l'équipe, en fait, l'équipe de Coton n'a rien envie aux autres équipes. Hein. Quand vous voyez un peu cette équipe jouer, elle joue bien, elle se produit des occasions, mais c'est-à-dire qu'arriver à mettre cette balle au fond des filets, c'est ça qui fait problème. La dernière fois à Tabligo, Coton a pris pratiquement une dizaine de minutes à dominer Arabia. Coton s'est créé des occasions, des nettes occasions où on n'est jamais arrivé à mettre cette balle au fond des filets. Comment se fait-il que l'entraîneur n'arrive pas à trouver la solution? Hier, par exemple, on était obligé de changer un tout petit peu les choses. Il y a une revue d'effectifs totale où ceux-là qui ont l'habitude de jouer, ils n'ont pas joué hier. Ce sont d'autres joueurs qui ont fait le match. Mais c'était encore le même problème où, en attaque où il y avait Assogba Cherif avec Dagbenyok aussi. C'est vrai, ils ont donné des problèmes. Ils ont posé des problèmes à la défense de la JCA, mais en aucun moment ils ne sont arrivés à prendre le dessus sur cette équipe. Le but est arrivé et il faut voir comment est-ce que ce but est arrivé. C'est avec difficulté que Afo Karo Bariou est arrivé à mettre cette balle au fond des filets. Mais à chaque fois quand vous voyez la JCA réagir, à chaque fois quand le ballon vient, vous allez voir les attaquants de la JCA qui se retrouvent d'ailleurs seuls dans la surface de réparation, seuls devant le gardien de but. Mais finalement, en fait, c'est vrai que la JCA aussi, ce n'était pas véritablement ça, mais cette équipe quand même est revenue avec un point. C'est ça qui était bien pour cette équipe-là. Mais je crois que du côté de Coton, on a beaucoup plus travaillé l'attaque de cette équipe-là, surtout qu'ils ont 3 semaines à se préparer pour la phase retour. Je crois que Kofi Komla est là pour quand même appuyer cette équipe-là. On verra pour la suite. On verra pour la suite, c'est très important. Sinon, ils vont repartir d'où ils viennent, hein, parce que là, les résultats ne sont pas encourageants. Une première ratée aussi pour Yenke Claude à Gaza, battu à Thiévier par Espoir 2-1 en attendant d'avoir le classement de la zone sud. On va écouter Yenke Claude. Ils ne sont pas vite rentrés dans le jeu. Il n'y avait pas de cohésion, on ne peut pas aligner 2-3 passes. Il y avait trop d'espace entre les lignes. Bon, heureusement qu'à la pause, on a su le corriger et ils ont compris ce que je leur demandais, ce qui a fait que le jeu a un peu plus évolué. Sinon, j'ai commencé juste à travailler avec l'équipe depuis mardi seulement. Et avec cette pause, ce serait très bénéfique pour nous. On va mettre ce temps à profit pour essayer de peaufiner et voir s'il faut étoffer. Voilà, il va falloir étoffer vraiment. Une première ratée pour Yenke Claude, ce n'est pas encore, on va dire, grave. Hein. Il vient de prendre l'équipe à Gaza, s'est installé dans le doute depuis. Hein. Il a dit que l'équipe n'arrive pas à aligner 3 passes de suite. Je me rappelle le match à Gaza, Arabia, c'était ici au terrain de l'état-major. J'ai vu comment cette équipe a eu à gagner face à Arabia. C'était sur des actions individuelles de Souza Xavier. Donc c'est lui seul qui a porté cette équipe. Maintenant, il va falloir retrouver un collectif et surtout trouver un réel finisseur. Par exemple, le club de Coton souffre d'un réel finisseur, celui-là qui est capable de pouvoir envoyer le ballon au fond des filets dans les instants où il faut gagner. On peut avoir un collectif de bons joueurs capables d'aller au charbon, de grignoter tous les ballons, mais quand il n'y a pas quelqu'un, celui-là qui est capable de tuer le match et de pouvoir remporter les 3 points, quand vous ne l'avez pas, vous pouvez tout faire, vous ne pouvez jamais gagner un match. En tout cas, regardons un peu le classement, c'est toujours avec vous dans la zone sud après la 9e journée. L'Entente 2 garde les commandes du championnat avec un total de 20 points plus 11. Kotoko de Lavier se positionne 2e avec 17 points plus 3. Arabia de Tablibo chute à la 3e place, crédité de 16 unités plus 2. 4e, on retrouve l'Étoile filante qui ne bouge pas à 13 points. Tambo Football Club occupe le 5e rang, 11 points moins 2. 10 points moins 1 pour Espoir FC d'Izio. 6e, Asfosa se classe 7e avec 10 points moins 2. La JCA perd une place et recale
à la 8e position, 9 points moins 1. Kotor Football Club est 9e avec 8 points moins 4. Puis, bon dernier de la classe, Agaza Football Club 10e qui compte 5 points moins 5. Oui, Latif, en 30 secondes, qu'est-ce que Agaza doit pouvoir faire? Jouer le maintien, oublier la montée? Non, mais Agaza ne pourra pas jouer la montée cette année. Ça fait déjà 15 points. Hein. 15 points. 15 points, ça fait 5 matchs. Hein. 5 matchs, alors qu'il n'y a que 9 journées. 5 matchs gagnés. Oui, 5 matchs gagnés. Il faudrait que justement l'Entente aussi perde les 5 matchs enchaînés, qu'Agaza gagne aussi les 5 matchs enchaînés. Donc moi, je crois que non, il faut qu'Agaza a encore 2 semaines pour refaire les choses. Yankee peut-être a voulu jouer à la Claude Puel, ça n'a pas marché. Voilà, il a perdu, mais il a le temps de connaître ses joueurs. Il a le temps de recruter. Il a le temps aussi de libérer. Voilà, parce qu'il y a des joueurs qu'on peut libérer, il y a des joueurs qu'on peut recruter. Donc, il peut renforcer. Il faut que le bureau d'Agaza se ressaisisse également, parce que moi, je dis, écoutez, un bureau, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement le président ou ce n'est pas seulement le commission de l'entraîneur. Et ceux qui également sont dans le bureau, sachent qu'ils sont dans le bureau pour travailler. Parce qu'il y a trop de problèmes là-bas. Il y a ci, il y a ça. D'autres sont moins à Gaza, d'autres sont plus à Gaza, alors que personne n'est moins à Gaza, personne n'est plus à Gaza. Voilà. Les indispensables, comme on le dit, sont au cimetière. Personne n'est chose, tout le monde est important. Très bien. Oui, à Gaza, c'est quoi? Le maintien aussi, vous, en un mot? Oui, le maintien, parce que oui, déjà, lors de la phase aller à Gaza qui nage dans la boue, on peut dire que Gaza doit lutter pour le maintien. Mais Franck, si vous permettez, je vais en 1 minute parler de cette équipe. 1 minute, c'est trop. En 30 secondes, cette équipe. C'est trop. 10 secondes. Cette équipe Kotoko, qui est venue sans tambour ni trompette. Kotoko ou bien Kotoko? Actuel deuxième. On ne l'a pas vu venir depuis sa première défaite, la première journée face à Kotoko. Cette équipe a poursuivi faire le chemin et a poursuivi lentement et sûrement Entente 2 et Arabia, et aujourd'hui elle se retrouve deuxième vice-champion de l'Entente 2 après avoir battu son concurrent direct Arabia. Donc cette équipe, félicitations pour le parcours à mi-chemin pour cette formation du Kotoko. Voilà, on va noter que ce soir le Togo connaîtra ses adversaires du premier tour au niveau du CHAN. Ça va se faire au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. C'est notamment pour le CHAN 2020. On va y revenir certainement. Merci Angelo Folikoé, Grégoire Attignon, Félix Ouala, Latif Yorouma et l'homme à Dovon pour la vidéo de cette émission. Pélagie Mekoum. À très bientôt.